dans laquelle il y a une grotte sacrée, comme chez les Basques. Et dans cette grotte sacrée, il y a une source sacrée, comme chez les Basques. Et cette source, c'est une source de jouvence où les femmes viennent y boire pour essayer d'avoir des enfants. Et en fait, c'est le prototype de Lourdes. En fait, toutes les cavernes, tous les cavernes mariales qu'il y a en Europe sont en fait des cavernes où on y vénérait la déesse mère. Sauf que moi, je l'ai vu vivace en 2013. Il y avait le culte de la déesse mère dans ces cavernes-là. J'ai vu le prototype de Lourdes, voilà, tout simplement. Et donc, ce qui est amusant, c'est que chez les Mosos, il y a aussi une déesse mère qui est incarnée par une montagne. Et il y a aussi un dieu serpent qui s'appelle non pas Sugar, comme chez les Basques, mais s'appelle Chougou. Chougou, Sugar, on retrouve ce dieu serpent. Donc cette association d'Esmer et serpent, on le retrouve partout. On retrouve en Afrique, c'est très courant. Donc il y a la Mamiwata et le serpent totem. Hein. Dans toutes les régions d'Afrique et même dans la diaspora africaine, on vénère le serpent totem. Et on retrouve aussi bien en Australie, on retrouve dans la mythologie grecque, hein, quand Gaïa, elle a un fils qui s'appelle Typhon, et Zeus vient lui mettre un coup de foudre sur la tête. Enfin bref, je parle un peu vite, mais voilà. Où est-ce qu'on en était? Je suis un peu perdu. Bah non, on a fait le tour, on fait le tour. Là, tu nous expliquais un peu ton expérience avec les mozos. Il y a aussi, c'est vrai, tout à l'heure, tu en as parlé, t'as parlé de la pédophilie. Tu disais que dans les sociétés patriarcales, cette pédophilie, finalement, elle était encouragée, elle était... Alors, attends, juste un truc, parce que là, justement, j'ai des flashbacks qui reviennent. On va revenir à la pédophilie. Juste une chose, c'est j'espère qu'il y a des Basques qui m'entendent. D'ailleurs, j'avais envoyé un dossier à Alain Soral parce qu'il vit au Pays Basque et il n'aime pas trop cette thèse matriarcale. Or, il vit dans le dernier pays mozo français. Les mozos de France, c'est les Basques. Et jusqu'au début du XXe siècle, la filiation, la transmission des terres, des maisons et des terres se faisait essentiellement en lignée maternelle. D'ailleurs, là-bas, si vous visitez le Pays Basque, il y a ce qu'on appelle les etchés. Les etchés, ce sont des maisons clans. Des maisons clans, d'énormes maisons qui permettent de faire vivre plusieurs générations de personnes dedans. Et ces etchés étaient transmises en filiation maternelle. Et ce qui est étonnant, c'est que dans ces etchés, on enterrait aussi les morts dans le sous-sol. Dans le sous-sol de la maison, on enterre les morts en dessous de la maison. Et ça, on retrouve partout, dans toutes les sociétés matriarcales, que ce soit chez les mozos, que ce soit... chez les mozos, ils enterrent les morts sous la maison, puis après, ils les brûlent, selon le rituel bouddhiste. Mais on retrouve dans les sites néolithiques, en Turquie, en Chine, partout dans le monde, on retrouve ces traditions, des maisons clans, d'énormes maisons clans, dont la propriété est aux mains des mères, et dans lesquelles on enterrait les morts. Donc, on a vraiment les Basques sont les derniers matriciens de France. Maintenant, pour la pédophilie. Alors, pour la pédophilie, c'est vrai qu'on a coutume de dire que, oui, mai 68 a banalisé la pédophilie, l'a rendue illégale. Il faut savoir qu'en réalité, si c'est passé, c'est plus une... Mai 68 a plutôt assumé une pédophilie qui était déjà latente depuis très longtemps dans la société. D'ailleurs, je reviens encore à la dernière vidéo, l'une des dernières vidéos d'Alain Soral, où il reconnaît, oui, parce que j'étais un temps chez ER et je suis parti justement pour divergence sur les questions sociétales. Et lui-même avoue que les sociétés les plus puritaines sont souvent les plus criminelles au niveau du sexe, et où lui-même était dans un milieu, où il avait connu, il était confronté à la pédophilie, notamment dans son collège catholique, son fameux collège Stanislas. Donc, effectivement, dans les sociétés patriarcales, la pédophilie est souvent, c'est pas qu'elle est encouragée, c'est que, comment dire, il suffit pas d'interdire quelque chose pour l'empêcher. Souvent, il suffit pas d'interdire la pédophilie pour empêcher la pédophilie. Ce qui se passe justement dans les sociétés patriarcales, c'est que, étant donné que les femmes sont inaccessibles hors mariage, souvent, l'énergie sexuelle des hommes se dépense dans d'autres vecteurs, dans d'autres endroits. Et souvent, ce sont les enfants qui en pâtissent. Encore une fois, j'ai eu des statistiques, enfin, il faut que je les vérifie. Effectivement, il faut que je les vérifie, mais l'un des endroits où il y a plus de pédophilie en France, c'est le 93. Encore? Ah oui. Attends. Voilà. Bon, et même dans le monde, la pédophilie, il faut comparer à travers le monde. Enfin, d'où elle sort cette stat? Parce que j'ai jamais entendu ça, comme ça le 93, c'est là qu'il y a le plus de pédophiles. Moi, je vois en tout cas, par exemple, je vois, on peut faire l'histoire de la pédophilie. Moi, aussi loin qu'on peut remonter, par exemple à la Grèce antique, où effectivement il y avait une tradition pédophile.
tout à fait légal. Alors, pédophilie. Oui, il faut le souligner. C'est vrai que chez les Grecs, c'était beaucoup plus très toléré la pédophilie. Voilà. Alors, c'était des enfants qui commençaient à être adolescents. Donc, c'est bien dit, Échille le disait, à quoi servent les femmes, si ce n'est pour nous donner des fils légitimes, puisque pour faire le ménage, on a des esclaves, et pour les ébats amoureux, on a les jeunes garçons. Donc, c'est-à-dire que vu que les femmes étaient interdites en mariage, ou alors il fallait aller au bordel de Périclès, souvent la pédophilie était un exutoire à l'énergie sexuelle masculine. Et ça, on le retrouve notamment en Afghanistan, donc la tradition des Batshabazi, où effectivement les femmes sont totalement interdites en mariage et où effectivement il y a toute une tradition pédophile où les riches chefs de guerre s'achètent des enfants dans les rues, des enfants de pauvres, et ils les travestissent en femmes parce que justement ils ne peuvent pas toucher aux femmes hors mariage, donc ils les travestissent en femmes et dansent, ils dansent, ils chantent, et puis à la fin ils se font tourner entre chefs de guerre, quoi. Donc je pense, je reprends les théories de William Reich, injustement discriminé par Marion Sigaud notamment, qui explique que la criminalité sexuelle, la première cause de criminalité sexuelle, c'est la répression sexuelle. Et on le voit aujourd'hui, les pays les plus violeurs, ou les pays où il y a le plus de criminalité sexuelle, c'est certainement pas des pays de liberté sexuelle comme l'Islande, par exemple. C'est le pays où le droit des femmes est le meilleur, il n'y a pas de criminalité sexuelle là-bas. On peut aller en Lituanie, on peut aller dans ces pays-là, il n'y a pas de criminalité sexuelle. Par contre, des viols, du harcèlement sexuel, il y en a plein en Égypte, il y en a plein en Indonésie, il y en a plein... voilà. Donc, voilà. Et donc, toi, tu fais ce lien de toute façon entre le système patriarcal et cette criminalité sexuelle aussi. Tout à fait, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait parler? Il y a le viol, la pédophilie, on pourrait aussi débattre sur l'inceste. Oui, l'inceste, parce que ça, oui, tu en parles aussi sur le site de l'inceste. Pour toi, enfin, vous dites que l'inceste, c'est aussi une conséquence du patriarcat parce que on est obligé de se marier dans la famille quelque part, c'est un peu ça. Voilà. C'est-à-dire que le pater familias, dans le droit romain, c'est le maître de la maison, il a le droit de vie ou de mort sur toute sa maisonnée. Vu qu'il a le droit de coucher, en couchant avec son épouse, donc son épouse, c'est une femme qui vit sous son toit, qui porte son nom. Donc il peut coucher avec une femme qui porte son nom et qui vit sous son toit. Donc quelle limite avoir le droit de coucher avec les autres femmes de son toit qui portent son nom et qui sont sous son autorité, à savoir ses filles. Donc finalement la limite entre savoir qui a le droit de coucher, qui n'a pas le droit de, avec qui on a le droit de coucher, avec qui on n'a pas le droit de coucher est assez mince. Si j'ai le droit de coucher avec ma femme, avec une femme de ma maison qui porte mon nom, pourquoi pas avec mes filles qui sont aussi de ma maison et qui portent mon nom et qui sont sous mon autorité. Et là on pourrait aborder la notion du tabou, cette notion d'anthropologie, donc le totem et le tabou. Donc ça je viens de relire ça avant-hier. Donc là il y a sûrement un pote qui va être très content que je parle de ça. Voilà, Evelyn Reed, qui est une anthropologue du matriarcat, donc experte en matriarcat, explique que le totem et le tabou, c'est ce qui a structuré les premières sociétés humaines et qui a mené à l'apparition du matriarcat. Alors comment elle explique la chose? Le totem, déjà, c'est ce qui permet de distinguer, dans les premières sociétés, à la préhistoire, c'est ce qui permettait de distinguer les gens de la communauté, les gens de la tribu, de ceux qui ne sont pas de la tribu. C'est-à-dire qu'à l'époque, à une époque, on ne faisait pas le lien, on avait du mal à se distinguer des autres animaux. Est-ce que je vois un autre humain, un autre hominidé, est-ce que c'est un singe ou est-ce que c'est un humain? Est-ce que j'ai le droit de le manger ou est-ce que je n'ai pas le droit de le manger? C'est pour ça que les noms des tribus, dans leur propre langue, souvent ça veut dire les vrais hommes. Par exemple, chez les Cheyennes, le mot Cheyenne, ça veut dire les vrais hommes, c'est-à-dire que les noms Cheyennes, ce ne sont pas des hommes, ce sont des animaux qu'on a le droit de manger. Voilà. Donc, donc le totem, c'est de se référer à un animal ancêtre, c'est souvent un animal ancêtre qui incarne le groupe, et c'est un animal souvent féminin. On retrouve, pour ceux qui sont fans de culture européenne, même dans le chamanisme qui a survécu dans la culture viking, on retrouve ce chamanisme où l'animal esprit qui incarne le clan, c'est un animal féminin. Et dont les symboles sont le placenta, le cordon ombilical, etc. Bref. Et
Donc le totem permet de dire voilà, moi je suis du clan de la tortue ou je suis du clan du kangourou, ce qu'on veut. Toi tu n'en fais pas partie, donc tu n'es pas de notre comment dire, tu n'es pas de notre clan. Voilà. Donc ensuite, alors, selon la thèse d'Evelyn Reed, c'est que les femmes du clan, ont érigé ce qu'on appelle le tabou sexuel. C'est-à-dire que le but d'un clan ou d'une tribu, c'est de coopérer pour survivre. Hein, parce que pour chasser le mammouth, on ne va pas y aller tout seul avec sa lance. Il faut être au moins 15. Donc il va falloir se serrer les coudes. Et pour serrer les coudes, il faut éviter les querelles au sein de la tribu. Et pour éviter les querelles au sein de la tribu, il faut éviter la compétition entre les mâles pour s'accaparer les femmes de la tribu. Parce que ça, la compétition entre les mâles pour s'accaparer les femmes de la tribu, ça crée des guerres, ça crée des conflits. Donc, selon la théorie d'Evelyn Reed, c'est que les femmes ont institué le tabou, c'est-à-dire qu'elles ont institué cette règle. Vous avez le droit d'avoir des relations sexuelles seulement avec les femmes extérieures au clan, extérieures à la tribu. Entre nous, on se serre les coudes, on ne couche pas ensemble. Et les femmes ont imposé ça. Ça serait selon sa théorie. Ouais. Voilà, pour éviter la compétition entre les mâles et pour créer plus de solidarité. Et donc, en fait, la notion d'inceste, à l'origine, elle n'est pas d'origine biologique. C'est-à-dire qu'à la préhistoire, on ne connaissait pas les liens génétiques. On ne savait pas que coucher avec sa sœur ou avec sa mère, ça provoquerait des consanguins, des Mongols. Non, c'est une notion qu'on ne connaissait pas. Si on instituait le tabou de l'inceste, c'est-à-dire de ne pas coucher avec quelqu'un de son clan, de sa tribu, c'est uniquement pour garantir la paix sociale. Voilà. Donc en fait, pour revenir à la notion d'inceste, le mariage, en permettant la sexualité avec des membres de sa tribu, de son clan, c'est une forme d'inceste social, puisque l'origine de l'inceste n'est pas biologique, il est purement social. Donc le mariage autorise l'inceste social. C'est un inceste en fait. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais, c'est une vision bien particulière. Alors, qu'est-ce qu'on me dit Patrie Haute nous fait présenter un fait culturel universel, la parenté pratiquée différemment au cours de l'histoire selon les cultures. Oui, c'est vrai que le sens du... Alors, parce que le sens du mot patrie, donc il a apparu avec le patriarcat, c'est ça c'est à quel moment que l'État il arrive en fait dans l'histoire en fait. Alors moi je distingue, État et patrie. Hein. La patrie c'est plus une notion territoriale. La patrie c'est la terre de la nation. Voilà, c'est pas l'État. Souvent on confond l'État et la nation. D'ailleurs la nation, petit clin d'œil matricien aussi, c'est que étymologiquement la nation c'est la natio en latin c'est la portée des petits d'une femelle. Donc la nation c'est une fratrie matrilinéaire. Même le mot nation est matriarcal. Et la patrie, c'est la terre de la nation. Donc, dans le matriarcat, on dirait la matrie. Donc, la matrie, c'est la terre de la portée des petits d'une femelle. Voilà. Donc, après, on est passé au mot patrie. Ok. Mais l'État, c'est quelque chose de distinct de la patrie. La patrie, c'est le territoire. L'État, c'est l'administration qui, soi-disant, gère la patrie pour le peuple et par le peuple. Voilà. Parce que dans le mouvement matricien, l'État disparaît, c'est ça l'État, il explose, non Oui, alors là, c'est relatif au projet Prométhée. Alors, le projet Prométhée. Voilà, projet Prométhée. Alors, justement, moi, je préférais qu'on en parle en deuxième partie, parce que c'est un peu plus long. Ouais, c'est un peu plus... puisque là, on arrive bientôt sur la pause. Je vais prendre une ou deux questions, justement. Parce que là, il y a pas mal de réactions, t'imagines bien. Voilà, il y en a... Alors, on me dit, bonsoir, voulez-vous imposer le matriarcat dans une société française qui ne l'a jamais été? Alors toi, voilà, ça tu peux répondre à ça. Alors c'est pas vrai, encore une fois, je répète, les derniers qui ont vécu en matriarcat en France, ce sont les Basques, jusqu'au XVIIe siècle, avant que l'Inquisition les passe sur le bûcher. Un petit clin d'œil aussi sur l'Inquisition, dans les premiers rapports, dans les premiers procès de sorcellerie de l'Inquisition, on ne fait pas état d'un culte à Satan, mais d'un culte à Artémis, à Diane. Diane, la déesse des païens. Et Diane, c'est une divinité, Artémis, c'est une divinité profondément liée au matriarcat, parce que c'est une divinité pré-olympienne, donc d'avant Zeus, d'avant l'arrivée des nouveaux dieux ariens. Et c'est une divinité, c'est la déesse des Amazones, et c'est une déesse anti-mariage. Donc les Amazones étaient anti-mariage. Donc Artémis, c'est la déesse anti-mariage des Amazones. Et donc, la sorcellerie, à l'origine, les procès de sorcellerie se sont attaqués à un culte antique d'Artémis et sont attaqués à des hérésies qui bien souvent donnaient un statut élevé aux femmes et où on pratiquait une certaine liberté sexuelle, une liberté amoureuse, où on rejetait le mariage. Et
pour certains, pour beaucoup, en réalité, ces hérésies secrètement vouaient un culte à Artémis ou à Isis, selon d'autres. On peut citer par exemple l'hérésie des Adamites. Les Adamites. Les Adamites, c'est plus au XVIIe siècle, dans le nord de la France. C'était une hérésie chrétienne qui voulait restaurer le paradis du jardin d'Éden avant le péché originel. Donc ils vivaient nus, ne voulaient pas travailler et étaient contre le mariage et pratiquaient la liberté sexuelle, la liberté amoureuse. Et certains d'entre eux sont passés sur le bûcher. Donc voilà, sinon, alors en France, effectivement, dans la France historique, effectivement, il n'y a jamais eu de matriarcat, sauf au Pays Basque, mais pour remonter au matriarcat, il faut aller avant les Celtes, quoi. Voilà. Et alors il y a une question, hein, c'est vrai, hein, on me dit à l'heure actuelle, ce sont les mères qui ont le plus souvent la garde des enfants, donc on est en matriarcat. C'est vrai, comment on peut l'interpréter? Parce qu'on sait que dans la plupart des divorces, on donne la garde à la mère, ça c'est une évidence. Voilà, effectivement, on est en train de virer vers le matriarcat, mais il y a une résistance, et justement, je pense qu'elle est là, il y a une incohérence dans le droit français qui est volontairement entretenue pour créer des conflits et pour détruire, pour empêcher toute solution et détruire au final toute notion de famille. C'est que d'un côté, on donne la garde des enfants à la mère, mais d'un autre côté, on maintient coûte que coûte, et par tous les moyens possibles, et même les plus violents, l'obligation de paternité. C'est-à-dire qu'en France, il est strictement obligatoire qu'un père reconnaisse ses enfants. Si moi je fais un enfant à une femme, et si je me barre, elle peut me poursuivre jusque sur la Lune pour que je reconnaisse ses enfants. On voit les procès, par exemple avec Rachida Dati, etc., qui a eu plein d'amants, et puis qui d'un seul coup désigne l'un des pères de ses amants comme étant le père de son enfant. Voilà. Donc d'un côté, on permet une liberté sexuelle et une émancipation des femmes, et effectivement, on donne la garde des enfants à la mère, mais d'un autre côté, on oblige le père à reconnaître l'enfant et à payer des pensions alimentaires. Et ça, c'est une situation conflictuelle insoluble. D'ailleurs, la plupart des pensions alimentaires ne sont pas payées. Il y a des conflits là-dessus. Voilà. Mais à cause de la bêtise féministe qui dit oui, mais il faut que le père soit aussi responsable que la mère, donc au nom de l'égalité homme-femme, il faut absolument que le père soit responsable de l'enfant. Elles veulent coûte que coûte la reconnaissance de paternité, la responsabilité paternelle, les pensions alimentaires, etc. Alors que ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a un système qui ne fonctionne, on a un système en faillite. Le système papa, il est en faillite, il ne fonctionne plus. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on maintient absolument cette reconnaissance, cette responsabilité paternelle, mais en émancipant les femmes, ou est-ce qu'on émancipe les femmes et est-ce qu'on abolit la responsabilité paternelle? Et cette situation conflictuelle fait que toute relation homme-femme aujourd'hui est conflictuelle. Les femmes ont peur de se retrouver mères célibataires, les hommes ont peur de se refaire un gosse dans le dos. Donc du coup, du fait de cette situation-là, on ne fait plus d'enfants. On ne fait plus d'enfants et on est dans une chute démographique totale. Tous les pays, que ce soit la Russie, l'Europe, jusqu'à Singapour. Ouais. Mais est-ce que c'est pas lié toi, tu pointes le doigt donc du système familial pour toi qui on va dire, qui est problématique, mais il y a aussi les conditions de vie, on va dire, matérielles, puisqu'on voit bien que dans les pays occidentaux, on va dire développés, il y a cette chute de la natalité, alors que c'est pas le cas dans des pays beaucoup plus pauvres. Je vois plutôt l'inverse. Je vois que les pays pauvres font beaucoup plus d'enfants. Oui, c'est ce que je viens de dire. Oui. Voilà. Oui. Et la chute de démographie, elle est dans les pays riches. Oui. Voilà. Est-ce que c'est pas dû au matérialisme aussi, non? Non, moi je crois pas du tout à cette thèse-là. Moi je vois, moi je suis un jeune homme, j'ai été sur Adopte un mec par exemple, soi-disant alors discriminé par les réa qui disent oh là là, on marchandise les hommes. On marchandise les hommes, mais c'est eux qui payent, n'empêche, pour avoir accès à adopter un mec. Donc c'est plutôt les femmes qui sont marchandisées. Et il suffit d'aller là-dessus, c'est pas vrai, les femmes ne sont pas si libertines que ça. Souvent, les femmes sont libertines entre deux relations stables. C'est-à-dire qu'elles ont une relation stable pendant 10 ans, puis elles en ont marre, et puis elles ont envie de s'éclater, elles vont se faire adopter un mec, elles s'éclatent, et puis à un moment, elles ont envie de se poser. Et pourquoi? Parce qu'elles ont envie d'être mères. C'est génétique, c'est dans l'ADN. Donc c'est pas vrai, je ne crois pas à ce matérialisme. Les jeunes filles, c'est vrai qu'elles ont envie de s'amuser. Une jeune fille qui a moins de 25 ans, elle a envie de s'éclater. Mais quand elle arrive vers les 30 ans, la plupart des femmes, il suffit d'aller sur n'importe quel site de rencontre, la plupart des femmes, leur horloge biologique tourne, et vers les 30 ans, leur corps leur demande un bébé. Voilà. Alors, il y a une question avant la pause. On me dit, que pense l'invité de la polygamie?
La polygamie, c'est le mariage d'un homme avec plusieurs femmes. Ouais. Oui, c'est très. Alors, la polygamie, ça provoque. C'est l'une des causes, comment dire, je dirais, c'est l'une des causes historiques dans l'histoire ancienne de l'impérialisme. C'est que, alors, évidemment, c'est typiquement patriarcal, c'est-à-dire qu'un homme s'achète plusieurs femmes, puis à côté, il s'achète aussi plusieurs concubines, donc il s'achète des femmes, des concubines, des esclaves, etc. Sachant que le ratio homme-femme, il est à peu près 50-50, ou légèrement supérieur pour les femmes, ou des fois légèrement supérieur pour les hommes. Vu que des hommes ont le droit, par exemple, à 4 femmes, on se retrouve avec un tas d'hommes qui se retrouvent sans rien. Ils se retrouvent sans rien. Je reprends, je suis désolé, je sais qu'ici on aime beaucoup l'islam, enfin on aime beaucoup, on est plutôt sympathisants de l'islam, mais dans une société islamique où chaque homme a le droit d'avoir 4 femmes, ça fait beaucoup d'hommes qui n'ont pas de femmes tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, historiquement, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va faire la guerre aux voisins. Et je dis ça, c'est pas que les musulmans, je parle aussi en Chine, en Chine il y a la polygamie aussi. Quand l'empereur de Chine à Pékin avait 200 femmes, 200 femmes, ouais. Et les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils se tapent des chèvres. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait la guerre pour aller piquer les femmes des autres. Et ça, c'est historique. Et ça, on le voit encore aujourd'hui. On le voit entre tribus papous. Les papous sont très patriarcaux. Hein. Justement, un petit clin d'œil. Comme quoi, le matriarcat n'est pas lié à la primitivité. Parce que les papous, eux, ne connaissent ni le fer, ni la roue, ni l'écriture. Et pourtant, ils sont ultra patriarcaux, pire que les talibans. Et chez eux, donc, il y a des guerres perpétuelles pour l'acquisition de femmes, parce que chaque homme peut avoir plusieurs femmes, et qu'en plus on tue les femmes pour un nom, elle obéit pas, on lui met un coup de hache, elle a trompé, on lui met un coup de hache, donc du coup, il n'y a pas assez de femmes pour les hommes, donc on se fait la guerre pour avoir des femmes. Voilà. Et historiquement, c'est souvent ce qui s'est passé. On voit à la fondation de Rome, la guerre des Sabines, c'est quoi? C'est les colons latins qui piquent les femmes des tribus voisines, parce qu'il n'y a pas assez de femmes. Ouais, c'est ça, la guerre des Sabines. Bon bah, écoute, on va faire une petite pause. Si la régie, elle est prête, on fait une petite pause et puis on revient juste après pour parler un peu justement, on va aborder le projet Prométhée. Tu vas nous expliquer un peu la pratique, on va dire, de tout ce qu'on vient de dire. La régie, elle est prête. À vous la régie. Voilà, donc de retour, toujours avec Frédéric Mariez. On va... D'ailleurs, on dit Mariez ou Mariez? Mariez. Mariez-vous. Mariez-vous. En plus, voilà. les gens passent marier, ça comble d'ailleurs. Donc, on va... Alors, je voudrais juste, préciser, parce que je vois il y a une polémique voilà, qui s'engrange sur le fait que tu aies parlé de l'islam. Bon, je rappelle que depuis le début de l'émission, tu as parlé du catholicisme, tu as parlé du judaïsme, et tu as dit en fait que ces religions monothéistes étaient toutes basées sur l'interdiction du sexe hors mariage. Voilà. Donc je vois pas pourquoi il y a une polémique qui s'engage sur l'islam particulièrement, alors que tu as parlé de toutes les religions, tu as parlé des papous, des Chinois. Ah oui. Donc, ouais. La législation en Chine, actuellement, pourtant les Chinois sont communistes et plutôt athées, elle est aussi patriarcale que la loi au Maroc. Hein. Un enfant conscient en mariage en Chine, il n'a pas de papier, il ne peut pas aller à l'école, il n'existe pas. Et au Maroc, c'est un peu la même chose, c'est à plus ou moins de détails près. Donc je ne condamne pas l'islam en particulier, je condamne le patriarcat. Le patriarcat, c'est le droit du père. Et aussi, tu viens de citer le mot monothéiste. Il y a aussi il y a une polémique qu'il y a souvent sur Internet, c'est d'opposer le polythéisme au monothéisme en supposant que le polythéisme serait forcément mieux que le monothéisme. Et le polythéisme peut être aussi patriarcal que le monothéisme. On le voit justement dans le droit romain ou chez les Grecs, j'appelle ça la charia romaine ou la charia grecque, la femme est une esclave et il ne manque rien. Donc le vrai clivage, c'est pas monothéisme contre polythéisme, c'est patriarcat contre matriarcat, c'est-à-dire droit du père contre droit de la mère sur l'enfant et sur la propriété. Voilà. Donc, que dire d'autre voilà. Alors non, pour faire une petite mise au point, voilà, parce que comme dit Mantas, c'est clair que vous êtes relou à toujours tout ramener à l'islam. Après, certains s'offusquent quand on les traite de prosélytes. Voilà, parce que c'est vrai que voilà, on n'est pas là pour faire le prosélytisme d'une religion en particulier. Maintenant, tu as le droit de t'exprimer, de dire ce que tu penses, tout de suite, provoquer des polémiques. C'est un peu toujours les mêmes qui font les polémiques. Alors justement, certains ont dit que ce féminisme matriarcal était décadent. Moi qui étais justement chez les Mozo en Chine, donc dans l'Yunnan, alors c'est à 3000 mètres d'altitude. Alors voilà, explique-nous. Donc c'est parce que j'ai vu c'est au pied du Tibet, c'est ça, c'est une région. C'est-à-dire qu'en fait, ça faisait partie de ce qu'on appelle le Tibet historique. C'est-à-dire que le Tibet, c'est pas un petit pays. C'est pas un petit pays, voilà comme. Ça fait un tiers de la Chine. Voilà. Et donc ça fait partie du Tibet historique et c'est des cultures tibétaines.
Donc c'est une ethnie alors qui est à 3000 mètres d'altitude dans un cadre idyllique au bord du lac mère. Donc le lac est une déesse mère au pied d'une montagne mère. Donc le lac c'est la déesse Shinami qui du lait l'eau est assimilée, l'eau du lac est assimilée au lait de ces mamelles qui nourrit son peuple. Et puis donc c'est au pied d'une montagne mère, quoi. Donc il vénère la maternité. Et ce que je voudrais souligner, c'est que ce n'est absolument pas un peuple décadent. Ils ont des valeurs familiales, chez eux il n'y a pas de divorce, chez eux il n'y a pas de maison de retraite, il n'y a pas de famille monoparentale, chez eux ils vivent dans des fermes, des maisons claniques où on vit entre 10 et des fois 200, il y a des maisons clans où ils sont 200 personnes, où on vit avec ses tantes, grand-mères, que de la lignée maternelle, il n'y a pas de crèche, il y a une solidarité familiale et une stabilité familiale que nous n'avons pas ici. Ils ont une religion, ils ont deux religions. Ils sont bouddhistes, le bouddhisme tibétain, et ils pratiquent un chamanisme axé autour du culte de la déesse mère et des animaux totems. Donc c'est un peuple doté d'une spiritualité, c'est un peuple pudique, pudique dans le sens où, par exemple, les relations amoureuses doivent rester secrètes. On n'a pas à savoir qui couche avec qui. On ne verra jamais deux mozos se tenir la main, par exemple. Bon, les jeunes aujourd'hui, ils se tiennent la main parce qu'ils regardent Internet, ils ont accès à Facebook, à YouTube comme nous. Enfin, pas comme nous, en Chine c'est très... Oui. Enfin bon, ils ont un Internet particulier. Ils ont des trucs pour craquer tout ça. Mais bon, ils ont accès à Internet comme tout le monde, et ils copient aujourd'hui, ils essaient de copier, les jeunes essaient de copier le mariage d'amour qu'on nous vend dans les médias, et qui ne marche pas d'ailleurs. Donc, ils ont les valeurs familiales, ils ont de la spiritualité, ils sont pudiques, on ne sait pas qui couche avec qui, on ne verra jamais deux personnes coucher dans la rue par exemple, ou même deux hommes mozos s'embrasser. Moi personnellement, j'adhère à cette morale, et une soupe de langue dans la rue, que ce soit hétéro ou homo, ça me dégoûte. Voilà. Donc ils ont une spiritualité, ils ont une agriculture intéressante, par exemple ils pratiquent une agriculture, l'une des plus anciennes agricultures connue qui s'appelle la permaculture. Ils cultivent ce qu'on appelle les trois sœurs. Donc ils cultivent le maïs, la courge et le haricot qui vivent en symbiose, qui se cultivent en symbiose, et on retrouve ça chez les Amérindiens. Donc c'est une société qui est proche de la nature, avec une spiritualité, une pudeur, une morale, et qui est à l'opposé de la société mondialiste. Voilà. Je veux dire par là, c'est que là, aujourd'hui on ne propose que deux solutions. Ou la charia, qu'elle soit catholique, juive ou papou, ou la gay pride. Il y a peut-être une troisième voie. Et cette troisième voie, moi j'étais la voir, c'est le matriarcat. Voilà. Donc voilà. Alors raconte-nous un peu ton voyage sur les mozos. Tu leur as posé tout un tas de questions. Comment ils arrivent encore à conserver leur système, on va dire, de valeurs, avec tout ce monde autour qui est un peu, j'ai envie de presque dire, oppressant, qui est en train de... Ils dépriment un petit peu. Moi je sens qu'ils dépriment un petit peu parce que ils ont accès alors avec le tourisme, ils ont accès à certains revenus. Alors les mozos qui vivent de l'agriculture sont pauvres, mais ceux qui vivent du tourisme, ils roulent en Toyota, Scénic, hybride, et pas de soucis, et ils ont tout, ils voyagent à l'étranger. Ils dépriment un petit peu parce qu'ils voient qu'ils sont les derniers à vivre comme ça, quoi. Et donc à l'école, il y a une propagande de l'État chinois qui leur dit mais vous êtes des animaux, vous ne connaissez pas le mariage, le père c'est la civilisation. Donc il y a une propagande aussi à travers les médias, ils regardent les films. Oui, bien sûr, voilà. Je voyais un gamin mozo, il regardait Fast and Furious 4 comme n'importe quel gamin occidental. Donc ils se disent mais mince, on est anormaux, quoi. Donc ils essayent de copier. Et de plus en plus, ils cherchent à se marier. Mais je ne m'inquiète pas parce qu'au final, il y a beaucoup de divorces. Il y a beaucoup de divorces et en réalité, ce n'est pas le matriarcat qui est en train de disparaître, c'est le patriarcat. Le patriarcat, c'est-à-dire la famille papa-maman, enfin la famille fondée sur la paternité, disparaît systématiquement dès lors que les femmes reprennent leurs droits, c'est-à-dire qu'elles sont émancipées, et dès lors que la sexualité hors mariage est légale. Parce que seul le mariage garantit que l'enfant sera reconnu par le père. Et seule l'abolition du droit des mères permet de garantir le droit du père. Donc les mozos ils se marient, mais la plupart divorcent. Et puis beaucoup restent mariés, enfin se marient pour les papiers uniquement pour que leur gamin aille à l'école. Donc une femme elle peut avoir plusieurs amants et puis va dire bon tiens, ça dit de reconnaître mon gamin, comme ça il pourra aller à l'école. Il dit oh pas de souci, et puis voilà, ils vivent pas ensemble.
Donc c'est juste pour les papiers, c'est juste pour que le gamin puisse aller à l'école. Mais bon, actuellement, d'après les chiffres que j'ai, il y aurait seulement 40% de mariages. Voilà. Donc 60% de mozos qui vivent sans vie conjugale, chacun chez soi, et même les ethnies environnantes, notamment des ethnies avec qui ils étaient en guerre tribale dans les siècles passés, bah, finalement ils finissent par copier leur mode de vie, parce qu'ils disent bah, c'est cool, pas de mariage, liberté sexuelle, on peut changer de partenaire comme on veut. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a des partouzes, hein. Ça veut dire qu'une femme a le droit de changer d'amant comme elle veut, comme les femmes aujourd'hui. En fait, les mozos ont la sexualité qu'on a en Occident aujourd'hui, mais sauf qu'eux, ils ont le système familial adapté. Ah, c'est ça, voilà. Parce qu'en en Occident, donc il y aura justement voilà, une liberté sexuelle totale, mais un système familial qui est complètement, complètement désuet selon toi. On a fait la révolution sexuelle, c'est-à-dire qu'on a libéré la sexualité en mariage, la procréation en mariage, mais on n'a pas fait la révolution familiale. Et aujourd'hui, la seule révolution familiale qu'on nous propose, c'est le mariage gay. C'était pas ça la vraie révolution. La révolution, c'était pas de passer du mariage hétéro qui est en voie d'extinction au mariage homo qui sera lui aussi en voie d'extinction. Parce que dans les pays où on pratique le mariage homo, il y a eu très peu de mariage homo. Et dans tous les pays qui pratiquent le mariage homo, le mariage est aussi en voie d'extinction. On voit en Espagne, le mariage disparaît. On voit en Italie, le mariage disparaît. La démographie est en train de chuter. En Russie, Poutine en pleure, quoi. Il dit faites des gosses, au moins 3 enfants par femme, parce que sinon on va pas se faire vaincre par des ennemis extérieurs, mais on va être vaincu parce qu'on n'aura plus personne pour défendre le pays. Donc, comment dire, je sais plus ce que je disais du coup. Oui, sur les mozos, oui. Justement, leur liberté, les femmes choisissent. En fait, il y a cette analogie entre le système occidental où il y a une liberté sexuelle et un système familial non adapté. Donc la vraie révolution, la vraie révolution familiale, c'est pas donc de passer au mariage homo, c'est de proposer une autre structure familiale alternative au mariage et à la paternité qui sont en voie d'extinction. Alors moi je dis pas qu'il faut absolument abolir la paternité et le mariage. Voilà, déjà c'est pas possible. Ouais. Mais pour la majorité des Français, pour qui le mariage et la paternité ne fonctionnent pas, parce que c'est le cas, ça ne marche pas, il faut proposer une alternative. Alors, je dis pas, ceux qui se marient, qui ont une vie conjugale qui fonctionne, tant mieux pour eux. Ouais, parce que par exemple, il y en a un qui dit, bon voilà, je rebondis, il me dit direct, oui, moi j'ai pas envie de partager ma femme, voilà, par exemple. Ouais, alors, tu veux pas partager ta femme, mais le seul moyen de... Peut-être qu'elle a l'envie, voilà. Tout respect, mais quand même, c'est un peu ça en fait, le problème que tu dis, c'est que c'est la liberté des femmes en fait, finalement, c'est ça. Il n'y a pas moyen, avec les moyens actuels, il n'y a pas moyen de fliquer le sexe de son partenaire. Avec Internet, Facebook, les téléphones portables, etc., avec les sites de rencontres, avec tous les médias qu'on a, c'est strictement impossible. Et de toute façon, aujourd'hui, l'adultère n'est plus réprimé. Déjà, depuis 1975, on ne met plus les femmes en prison pour adultère, parce que jusqu'en 1975, les femmes pouvaient se prendre 2 ans de prison pour adultère, mais pour les femmes seulement, pas les hommes. Voilà, les hommes peuvent juste avoir une amende. Et puis depuis 2006, la faute pour adultère a été abolie dans le divorce. C'est-à-dire qu'avant on pouvait divorcer pour... C'est fini ça. Donc l'adultère n'est même pas criminalisé. Donc qu'est-ce qu'on fait? Le seul moyen de garantir cette chasteté, il suffit d'aller voir l'Arabie Saoudite. Hein. C'est le voile intégral, où on peut aller voir chez certaines tribus, c'est excision, ou chez les Maasai, par exemple, on excise. Pourquoi? Pour pas que la femme aille voir ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait? On interdit aux femmes de conduire. Et ça, les oulémas le disent. Oui, il y a aussi cette tradition dans l'Afrique de l'Est où on coud le vagin des femmes. Oui, ça c'est uniquement pour être sûr que le pénis qui rentrera dans ce vagin, c'est celui du mari et pas un autre. Et donc voilà. Donc il n'y a pas d'autre moyen, ça sert à rien de vouloir fliquer. Bon. Donc moi ce que je dis, c'est voilà. Donc pour revenir au projet Prométhée. C'est que d'un côté, la famille papa-maman, elle est en voie d'extinction. Dans 50 ans, il n'y aura plus de mariage. Dans 50 ans, il n'y aura plus de père. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Union européenne veut augmenter l'immigration en France. Pourquoi? Parce qu'ils le disent explicitement, on fait plus de gosses. Donc, il faut venir des gens qui adhèrent à des mœurs extrêmement patriarcales. Musulmans ou pas, on s'en fout. Il y a aussi des tribus, des populations qui viennent d'Afrique centrale, qui ne sont absolument pas islamiques, qui sont souvent d'ailleurs évangélisées, et qui sont d'un patriarcat des plus durs. Oui, justement, des évangélistes. Les évangélistes sont très durs aussi, avec leur anneau de chasteté, etc. Voilà. Donc on fait venir des gens qui ont des mœurs du 19e siècle, ou d'avant-guerre,
Justement parce que eux font des enfants parce que ils ont des mœurs puritaines compatibles avec la famille papa-maman. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse l'immigration faire des enfants à notre place? Ou est-ce qu'on réforme le droit familial? C'est-à-dire on revient en 50 ans en arrière? Ou est-ce qu'au contraire on propose une autre alternative? Donc l'alternative que je propose, c'est pas forcément de revenir à un matriarcat pur et dur, parce que ça c'est impossible. Je peux pas dire, j'ai pas le pouvoir, je suis pas Monsieur Hollande, je suis pas à la tête de l'Élysée. Je peux pas dire aux gens, bon, allez, les hommes ne reconnaissez plus vos enfants et puis ne vous mariez pas, c'est pas possible. Ce que je propose, c'est, puisque la famille est en voie d'extinction, puisque la solitude devient le mode de vie généralisé, on le voit par exemple en Corée, au Japon, c'est d'une solitude désespérante. Et puis au moins au Japon ils le disent. Au moins avant c'était plus simple, les femmes, les mariages étaient arrangés. Maintenant voilà, les mariages sont plus arrangés. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se laisse mourir et vieillir? Ou est-ce qu'on propose une autre alternative? Alors ce que je propose, c'est que déjà il y a un double projet. Il y a un projet à la fois juridique, donc législatif, et un projet associatif. L'idéal, mais je pense que ça n'arrivera pas avant peut-être 3 siècles, c'est de redéfinir la famille non plus sur le mode nucléaire classique, mode nucléaire classique, voilà, mais définir la famille comme une libre association. C'est-à-dire que le projet, c'est que demain, la famille soit définie comme une libre association. C'est-à-dire que, par exemple, je t'adopte, voilà, dans moi, la famille. Voilà. Moi, j'ai adopté Stéphane. Voilà. Ça s'appelle le système tribal, ça, dans les tribus. Mais je comprends ça, parce que finalement, les familles, est-ce qu'on les recrée pas un peu, des fois, sans le vouloir, quelque part? Tout à fait. Sauf qu'il n'y a aucun cadre légal. Mais il n'y a pas de cadre légal, mais on la recrée naturellement. On les recrée, mais il n'y a pas de cadre légal qui garantisse une solidarité. Parce que justement, le pacte du mariage, par exemple, bon, c'est vrai que le mariage en soi, à l'origine, c'est une cession de droits. C'est la mère qui cède les droits sur ses propres enfants au père. C'est-à-dire, je te donne mes enfants, qui sont soi-disant de toi. Ouais, c'est ça le mariage. Bon, ça c'est la première clause, mais le clause c'est quand même un pacte de solidarité. Il y a l'héritage aussi, non? C'est important aussi dans le mariage. Parce que la reconnaissance de paternité a fait que ça engendre l'héritage aussi. L'héritage de père en fils. À l'origine c'est de père en fix. Voilà. Ou même, alors on va me dire, oui, il y a beaucoup de religions où la femme peut hériter. Je prends par exemple la France d'antan, la femme pouvait hériter, ou même, encore c'était l'islam, la femme peut hériter aussi. Mais vu qu'elle est sous tutelle, ce ne sont pas les femmes qui gèrent elles-mêmes leur patrimoine. Que ce soit dans l'islam ou dans le catholicisme, dans le temps, elles héritent, certes, mais c'est pas elles qui gèrent puisqu'elles sont sous tutelle. Voilà. D'ailleurs, le tuteur en islam, ça s'appelle le maram. Ça peut être le père, le fils, ou le père, le fils, le frère, ou le mari. Voilà. Donc effectivement, le mariage, c'est aussi une manière de faire hériter de père en fils. Voilà. Un petit clin d'œil, justement, comme on parlait de l'Afrique. Dans toute l'Afrique de l'Ouest qui est aujourd'hui islamisée, jusqu'à la colonisation française, il y avait beaucoup de sociétés relativement matriarcales, il y avait beaucoup de royautés matrilinéaires justement, où le roi régnait non pas avec son épouse, mais il régnait avec sa mère et avec sa sœur. Et il transmettait son trône non pas à ses fils, mais à ses neveux maternels. Voilà. Et ce système-là, enfin ces reines, on appelle ça des linguères. Et c'est, je pense que, alors c'est un petit clin d'œil, je ne vais pas trop m'égarer dessus, mais je pense qu'une bonne partie de l'Égypte pharaonique a été matriarcale, puisque le pharaon régnait lui aussi avec sa sœur, qui était soi-disant son épouse. Alors, à mon avis, il ne se tapait pas sa sœur, et je ne pensais pas que son enfant était consanguin, je pense qu'en réalité, il transmettait à son neveu, quoi. Bref. Que dire d'autre? Donc voilà. Donc je reviens sur le constat. Le mariage disparaît, la paternité disparaît, à moins qu'on restaure une droite des valeurs patriarcales, et donc l'esclavage des femmes, voilà. On ne peut pas non plus restaurer un matriarcat pur et dur, puisque de toute façon les familles sont éclatées. Puisque même le problème au lac Lougou, par exemple, chez les Mozos, c'est que les familles ont tendance à s'éclater aujourd'hui justement parce qu'il y a beaucoup de migration et beaucoup de jeunes qui veulent vivre, qui veulent sortir du lac Lougou et qui ont envie de voir le monde. Ils ont envie d'aller à Pékin, ils ont envie d'aller à Hong Kong, il y en a qui veulent aller en Amérique. Et donc fatalement les familles explosent. Alors que faire? On ne peut pas imposer les gens de rester vivre de manière sédentaire pendant 3000 ans au même endroit. Donc ce que je propose, c'est donc de recréer des familles sous structure associative, enfin déjà de définir au niveau légal la famille comme une libre association. C'est-à-dire avec des clauses comme dans le mariage. En fait, ça serait un mariage étendu,
mais sans clause sexuelle. C'est-à-dire que dans le mariage, il y a le devoir, à la base, il y a le devoir de fidélité et puis il y a le devoir conjugal. Voilà. Donc on enlève le devoir de fidélité, on enlève le devoir conjugal. Donc ça serait un contrat de solidarité sans clause sexuelle et avec un devoir de solidarité et un droit de jouir d'un bien commun. Dans le mariage, il y a le bien commun du mariage. Voilà. Donc par exemple, si je me mets avec Topa, si je l'adopte dans mon clan, ça va être le clan, je sais pas moi, le clan de l'ours, on l'adopte, il devient un frère de sang. Ça ne veut pas dire qu'on couche ensemble, on s'en fout, on peut peut-être coucher ensemble, on s'en fout complètement. Je lui dois entraide, c'est-à-dire je dois l'aider, il doit m'aider, et en échange, on met des biens en commun et on peut jouir collectivement de ce bien en commun.